Bonsoir, nous sommes le 25 décembre, il est presque minuit, donc on passe bientôt au 26 décembre, et je vais vous parler des dictionnaires et de leur utilisation et de leur usage, en rapport bien entendu avec la dialectique du signifiant et du signifié. J'ai une position assez circonspecte concernant les dictionnaires. D'abord parce que, en aucune façon, le dictionnaire ne saurait nous obliger à accorder à un mot tel ou tel sens. Le grammairien a le droit de s'assurer qu'une langue est parfaitement cohérente sur le plan de sa structure. Mais il n'a pas à mordre sur le plan sémantique. C'est peut-être là qui est difficile, c'est le plan du morphosémantique. Je peux m'assurer qu'une langue est parfaitement structurée, sans pour autant empiéter, donc structurée en tant que signifiant, sans pour autant empiéter sur les signifiés qui peuvent s'y investir en quelque sorte. Donc le dictionnaire, il nous dit en quelque sorte tous les signifiés que l'on connaît en rapport avec un mot donné, avec un signifiant donné, ou avec une série, avec un ensemble de signifiants. Prenons par exemple le cas du signifiant Dieu. Il est clair que ce signifiant peut avoir inspiré un très grand nombre de définitions. Et ce nombre, il est illimité, il n'est pas clos. Maintenant, il y a aussi des mots, mais il y a aussi des textes. Et les textes sont constitués de mots, bien entendu, mais les textes sont des systèmes beaucoup plus complexes que le mot isolé. Parce qu'un mot isolé, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens, un mot isolé. Est-ce qu'il y a vraiment des mots isolés? Dans une langue, il y a parfois des mots qui sont complètement uniques en leur genre, mais ce ne sont pas les mots intéressants de la langue. Les mots intéressants de la langue, ce sont ceux qui s'inscrivent dans des réseaux, dans des systèmes, dans des familles. Donc moi, j'aurais tendance à exclure de ma réflexion linguistique tout ce qui est unique. À moins que cette unicité ne renvoie à une complexité dans une autre langue à laquelle le mot aurait été emprunté. Par exemple, on peut imaginer un mot en anglais qui est unique, mais qui ne l'est pas du tout en français, par exemple. Donc, ce cas-là, il faut raccorder le mot unique de l'anglais à la famille d'origine. Donc, par exemple, une princesse espagnole en France, elle est seule, mais il faut la rattacher à la famille et à la dynastie espagnole. Je parle surtout pour le XVIIe siècle, notamment. Bon, donc, la notion de mot unique, elle est complètement, à part des noms propres, ça c'est encore un cas particulier. Il ne faut pas qu'on ait la langue comme une totalité d'un seul tenant. Hein. Donc, il n'y a pas de mot unique. Le dictionnaire peut donner l'impression d'un mot unique, mais en fait, nous avons affaire à des séries, à des chaînes, avec des dérivations, des conjugaisons, des déclinaisons, des suffixes, des préfixes, des affixes, etc. Et le rôle du grammairien, qui est un des gardiens du signifiant, c'est de s'assurer, alors évidemment on me dirait que ce n'est pas tout à fait ce qu'on dit, parce que moi je suis pour un cas grammairien normatif, un grammairien qui ne se contente pas de décrire un usage, mais qui essaie de déterminer quel a été le mode d'emploi initial, quel a été l'usage premier de cette langue, de cette grammaire, de ces règles. Comme je le disais dans un précédent selfie, je ne sais pas si on dit ça comme ça, il y a une nécessité à rectifier, à corriger le signifiant pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle, qu'il ne soit surtout pas
entaché par le souvenir et les traces de tel et tel signifié qui a pu lui être associé à un moment donné. Par exemple, j'ai parfaitement le droit de définir Dieu d'une façon qui n'est pas forcément associée à ce qu'on a pu dire de Dieu jusqu'alors. Par contre, le signifiant Dieu, par-delà le sens qu'on peut lui accorder, il faut le situer dans une esthétique grammaticale, dans une structure grammaticale, et c'est un autre travail. Donc, moi je considère que je suis un grammairien au sens large, c'est-à-dire quelqu'un qui rétablit les structures et qui ne se contente pas de les décrire telles qu'elles sont devenues, mais telles qu'elles auraient dû être. Je suis, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux systèmes tels qu'ils auraient dû être, ou tels qu'ils ont dû être au départ, et non pas tels qu'ils sont devenus. Et ce qu'ils sont devenus, ce n'est pas le signifié. Un signifiant ne devient pas un signifié. Mais parfois, le signifiant est affecté par le signifié, est modifié par le signifié, et ça aussi, ça doit être corrigé. Pour qu'on puisse, en toute liberté, user des signifiants sans être pénalisé par les usages précédents. C'est comme, par exemple, je ne sais pas moi, un homme fait fait un enfant à une femme, il n'est pas question que cette femme véhicule, enfin de toute façon c'est même inconcevable, véhicule des choses qui appartiennent à son précédent mari, par exemple, au niveau de la création, de la procréation. Ça ne se fait pas d'ailleurs. Et donc, de ce côté-là, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Là, nous avons l'exemple même d'un signifiant, la femme, qui est complètement vidée par son passé et qui est capable de se renouveler totalement et de donner naissance à un enfant qui n'aura rien à voir au niveau de ses origines avec les enfants précédents, en tout cas pas par le biais du père, peut-être par son biais elle en tant que mère, mais pas par le biais du père. Ce serait vraiment extraordinaire, je crois qu'on n'a pas de cas exemple, deux exemples de ce genre. Mais dans d'autres domaines, il est évident que les exemples doivent abonder. Dans d'autres domaines, en effet, une utilisation d'un signifiant à un moment donné peut empêcher de penser ce signifiant autrement que de la façon dont il a été pensé jusqu'alors. Et ça, c'est regrettable. Il faut effectivement pouvoir admettre que le signifiant est totalement libre et libéré et nettoyé, et au sens de retrouver sa propriété, sa propreté. Et il n'est pas question qu'on... Bon, donc là aussi, le grammairien doit s'assurer que les sens successifs qui ont pu être associés à un signifiant donné, à une série signifiante donnée, ne sauraient affecter l'usage à venir de ces signifiants. C'est pour ça que les dictionnaires sont des mémoires, en quelque sorte, qui nous rappellent des usages antérieurs, mais qui ne sauraient nous conditionner sur les usages à venir. Et je trouve détestable que des gens nous disent « Ah oui, mais on a voilà tel signifiant, tel mot, veut dire ceci, veut dire cela. » Non. Tel mot a voulu dire ceci, a pu dire cela, ni plus ni moins. C'est un constat historique, un constat diachronique. Mais dans l'absolu, ce signifiant peut, si le désir m'en vient, être défini tout à fait autrement. Il n'y a pas de limite aux définitions nouvelles, aux acceptions nouvelles que je peux proposer d'un mot. Il est vrai que dans la pratique, les choses ne sont pas aussi nettement tranchées, et que malheureusement ou heureusement, la mémoire des usages antérieurs, des acceptions antérieures, la généalogie des mots peut rester prégnante, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Et en fait, ce que j'appelle le consensus, parce qu'il faut un consensus pour renouveler
pour apporter un nouveau signifié à un signifiant déjà existant et qui a déjà vécu, en quelque sorte, il faut un nouveau consensus. Et quand une société est incapable de forger un nouveau consensus, eh bien, en effet, elle est prisonnière des anciens signifiés, et surtout, elle est prisonnière des liens qui ont été posés dans le passé entre signifié et signifiant. Mais ce que doit comprendre Saussure, c'est que ce lien entre signifié et signifiant, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire. Il est vrai pour le passé, il est vrai diachroniquement, mais il n'est pas vrai synchroniquement. Structurellement, c'est comme si je disais, un vase n'est pas fait pour recevoir telle ou telle fleur. Il est fait pour recevoir quelque chose, mais peu importe ce qu'il doit recevoir. Maintenant qu'on m'explique que historiquement, à telle époque, on a mis des roses ou des tulipes ou des œillets dans ce vase, ça va être totalement indifférent. Ce sont à la limite des exemples de ce qu'on peut faire de ce vase. Voilà, ce sont des exemples qu'il ne faut pas forcément copier, et qui donnent une idée, c'est heuristique, c'est une idée, voilà. Tiens, ben oui, c'est vrai qu'on s'est servi de ce vase de cette façon. On s'est servi de ce signifiant de cette façon. Ça peut être inspirant, mais ça n'est pas contraignant.